Maintenant, la figure 1.14, ça nous parle des lignes de repère. Les lignes de repère, c'est les lignes avec lesquelles on va pointer à une dimension, on va pointer le cercle avec sa dimension. Ici, par exemple, on veut indiquer quelque chose concernant la surface de la pièce. Alors à ce moment-là, on va mettre une extrémité avec un point rempli, un point qui est noir. Ici, par exemple, c'est un symbole de soudure qui est indiqué, pas de soudure, excusez-moi, de fini de surface, qui est indiqué pour la surface. À la figure 1.15, ce que ça nous indique, c'est la direction des dimensions. En fait, on en avait déjà parlé. La ligne de repère doit toujours passer par le centre du rayon ou du cercle qu'on veut coter. Ici, les centres ne sont pas pointés étant donné que c'est des rayons. En fait, il n'y a pas les axes n'apparaissent pas étant donné que c'est des rayons. Et ce que ça nous dit, c'est que chacun des rayons doivent être cotés individuellement, même s'ils sont de même dimension. À l'exception, par exemple, qu'une pièce aurait des congés et des arrondis à grandeur de la pièce, commencer à coter des petits rayons partout, ça l'alourdirait énormément le dessin. Donc à ce moment-là, on va se mettre une note générale de congé et d'arrondi. Maintenant, la figure 1.16, on a un patron de trous circulaire et les trous n'ont pas tous le même diamètre. Par exemple, si les 6 trous avaient le même diamètre, ce qu'on pourrait indiquer comme ici pour alléger le dessin, pas mettre des flèches, en fait, diamètre 8.6 à tous les cercles, on indiquerait 6 fois le diamètre de 8.6. Dans ce cas-ci, c'est qu'on a 3 diamètres de 8.6 et 3 autres de 8.8. Alors, on a mis des lettres Y à chacun des diamètres de 8.8. Fait qu'à ce moment-là, on écrit 3 fois diamètre de 8.8 indiqué par le Y et on pointe le cercle à ce moment-là. Ici, bon, c'est l'orientation de la flèche. On voit que ça pointe vers le centre du cercle. Au niveau de l'orientation de la cote, en fait, on peut mettre les lignes de cote dans l'orientation selon la cotation qu'on veut faire, sauf que au niveau de la valeur doit toujours rester horizontale. CATIA le fait automatiquement, on n'a pas à s'en préoccuper. À la figure 1.19, on parle des dimensions de référence. Par exemple, si on avait le 60 et ensuite on a 20, 20 et 20 qui égale le 60. Fait qu'on aurait une surabondance de cotes parce qu'on aurait les 3 20 qui détermineraient la longueur totale de la pièce et on l'a une deuxième fois indiqué. Il ne faut pas qu'il y ait de surabondance de cotes comme ça. Alors, si on veut vraiment l'indiquer, la troisième, on peut venir le mettre entre parenthèses. La cote de référence est à ce moment-là la cote la moins importante. Donc, si par exemple on fait le contrôle dimensionnel de la pièce, on ne viendra pas vérifier la dimension de cette cote-là. On va plutôt vérifier le 60 et les 2 20 qui sont ici. Et la même chose pour la figure 1.20. Là, ce qu'on a choisi, c'était de mettre la dimension bout à bout de la pièce en référence. Des fois, c'est intéressant quand la pièce est très longue de venir mettre une dimension de référence pour nous donner une idée globale de la longueur de la pièce, mais ce n'est pas nécessairement une longueur qu'on va venir vérifier. On va plutôt contrôler dimensionnellement les valeurs, les 2,34 pour la dimension de la pièce. À la figure 1.21, c'est que ce que ça nous présente, c'est qu'il est préférable de coter les diamètres sur la vue où est-ce qu'ils sont rectangulaires, comme la vue qui est à gauche. Alors, on a un diamètre de 26. Ce qui est important quand on cote sur cette vue-là, c'est s'assurer que le symbole diamètre soit là. Fait qu'on a tout simplement dans CATIA sélectionné la fonction de cotation diamètre, et même si ce n'est pas un cercle, on va sélectionner les 2 traits. CATIA va venir faire apparaître le symbole diamètre.
Alors, c'est ce qui nous présente ici, mais il y a des exceptions aussi. On pourrait venir, par exemple, mettre sur la vue de face. C'est pas interdit, mais de préférence, c'est comme la vue de gauche. Bon, finalement, pour le devoir, je vais vous parler également des chemins de clé, la cotation des chemins de clé. C'est la figure 1.46. Alors, un chemin de clé, c'est une rainure, en fait, dans la pièce, qui a une certaine longueur. Là, c'est pas de longueur infinie. C'est une rainure dans la pièce. Dans la partie mâle, on va avoir une rainure et dans la partie femelle, on va avoir également une rainure. Et quand on va mettre les pièces une dans l'autre, on va venir y mettre une clé. C'est une petite barre rectangulaire. Puis, on va glisser dans ces deux rainures-là la clé. Puis, ça va faire en sorte que ça va bloquer la rotation des deux pièces une par rapport à l'autre. Alors, la cotation du chemin de clé, anciennement, on venait coter la largeur du chemin de clé comme indiqué et la profondeur. Donc, on prenait le dessus du chemin de clé au fond. Maintenant, pour être plus précis, en fait, au niveau de la cotation, ce qu'on a choisi de faire, maintenant, c'est de coter du dessous de la pièce au fond du chemin de clé. Et si on regarde pour la partie femelle, c'est qu'on va coter la largeur, le 4, c'est la largeur du chemin de clé. Et au niveau pour savoir quelle profondeur il va, on va prendre la base du trou jusqu'au sommet, au fond en fait du chemin de clé. Ça va déterminer la profondeur de notre chemin de clé. Parce que vous en avez un dans le devoir, alors vous devrez le coter de cette façon-là. Et voilà, c'est tout pour la première partie d'explication de la norme. J'ai sauté certaines sections, on va y revenir plus tard lorsque nous en aurons besoin.